If this capsule history of our progress teaches us anything, it is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. And no nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space. Go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Salut à tous, c'est Mazel, nouveau sur la scène du stream. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui me rejoignent pour me regarder, que ce soit en live ou que ce soit après en rediffusion, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Je vous propose de découvrir un jeu qui s'appelle Reentry, qui est un simulateur du programme spatial américain pour l'instant. Donc qui simule, pour ceux qui connaissent le programme spatial américain ou pour ceux qui ne le connaissent pas, le programme Mercury, Gemini, Apollo. Et je vous propose avec moi de découvrir tout doucement le programme Apollo, donc le programme qui a amené l'homme sur la Lune pour la première fois, parce que premièrement c'est une passion personnelle, et deuxièmement je pense qu'à l'aube d'Artémis et du retour de l'homme sur la Lune dans la prochaine décennie ou dans les prochaines décennies on espère, je pense que c'est important de remettre ça au goût du jour. Donc je fais partie des pilotes de test entre guillemets d'Apollo, enfin de Reentry, pour le développeur du jeu. Donc c'est un jeu qui est développé par un développeur solo. Si vous êtes intéressé dans le domaine, je vous conseille vivement de vous y intéresser. C'est pas une pub pour le jeu proprement parlé, hein. C'est juste si ça vous intéresse, intéressez-vous. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Le développeur a sorti des vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et pour ceux qui demandent un peu plus de contenu en français, parce que actuellement le jeu n'est pas en français, je vous propose de me suivre pour un vol vers la Lune. Alors bon, je vous garantis pas une réussite à 100% parce que se poser sur la Lune c'est pas facile. Mais je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça peut être comme jeu. Alors pour vous présenter un peu le jeu plus généralement, actuellement il propose 3 campagnes. Donc une première campagne Mercury. Donc Mercury, ça a été les premiers vols suborbitaux et orbitaux des Américains dans une capsule Mercury. Très très simple, pas grand chose à faire, mais ça permet de donner un bon avant-goût de ce que c'est. Ensuite il y a eu les vols Gemini. Alors les vols Gemini en anglais, qui ont permis aux Américains de gérer tout ce qui était vraiment le vol orbital, les manœuvres orbitales et surtout docker deux vaisseaux l'un avec l'autre. C'est vraiment à ça que ça a servi. Plus la première sortie extravéhiculaire dans l'espace des Américains a été faite sur Gemini. Et derrière, après, donc il y a 2 campagnes. Donc pour Apollo, mais bon, moi, je vais le faire en une fois. Donc les campagnes Apollo, donc bien sûr, qui se sont posées sur la Lune. Donc je vais jouer une campagne personnelle, donc je vais pas jouer les scénarios de la campagne, type Apollo 11, en vous expliquant un peu et en vous détaillant tout ce qu'il y a dans l'appareil en lui-même, comment fonctionnent les systèmes. Parce que le jeu est en anglais et j'ai vu beaucoup de réflexions sur les forums de Steam ou dans les commentaires de Steam que comme le jeu n'est pas en français, les gens veulent pas y accrocher.
Personnellement, je trouve que c'est un peu dommage, mais je peux aussi comprendre que tout le monde n'est pas à l'aise en anglais. Donc, je vais faire un stream ce soir. Je le posterai probablement sur YouTube à l'avenir. Je mettrai le lien de ma chaîne YouTube que je débute du coup avec ce stream. Je me veux pas un streamer professionnel. C'est pas mon but, c'est pas ma vie. Donc, moi, à partir du moment où ça vous intéresse et ça vous plaît pour ceux qui regardent, voilà, ça me fera un grand plaisir. En tout cas, ce sera pas ma vie. Donc, le but, c'est que ce soit dans la bonne entente, dans la bonne ambiance. Je vais sans doute rentrer un peu dans le technique par moment. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais pas traduire tous les termes de la cabine de l'anglais vers le français parce que c'est comme ça qu'ils sont appelés, c'est leur nom. Je veux dire, quand on parle par exemple de l'EPS, donc Electrical Power System, c'est le système de fourniture de puissance pour la capsule. Son nom c'est l'EPS, c'est comme ça qu'il s'appelle et il n'y a pas de raison de le traduire en français. Par contre, de traduire comment ça marche l'EPS vers le français, ça je pourrais vous le faire et avec bonne volonté. Donc j'espère que vous apprécierez ce truc-là. Je vais commencer par le décollage ce soir. Donc on va juste prendre le décollage donc à partir de 25 minutes avant le décollage où il y a une petite mise en place. Je vais faire un pas à pas, c'est un peu le but de la session. C'est-à-dire que je vais suivre les checklists texte et par les checklists automatiques, parce qu'il y a des checklists automatiques dans le jeu qui vous aident à suivre les boutons. Mais je vais suivre les checklists texte et je vais vous dire exactement ce qui se passe. Enfin, je vais essayer de vous dire à chaque fois ce qui se passe derrière la machine. En espérant que, ça vous donnera goût à l'espace, et 2, que ça vous donnera goût à essayer ce jeu qui vraiment est une pure merveille dans le domaine. Alors, il y a plus réaliste, et en plus en gratuit, il y a Orbiter, qui est un simulateur spatial extrêmement réaliste, développé par un docteur en physique et mathématiques anglais, qui existe. Et dans Orbiter, il y a des gars qui ont fait un module Apollo qui s'appelle NASSP, qui est excellent. Le but de ce jeu par le développeur lui-même, c'est pas de rentrer autant dans le détail que NASSP, c'est pas du tout son objectif. Il veut pas rentrer à ce point-là dans le détail, il veut que ça reste un jeu pas casual, mais presque. Et en gros, il veut que ce soit un jeu accessible, c'est-à-dire qu'avec les checklists et tout, on peut voler jusqu'à la Lune, on peut se poser sur la Lune sans avoir 50 heures de travail à l'avant. C'est un peu le but. Donc voilà la capsule Apollo. Et j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de démarrer de mon track hier. Donc voilà, je vous fais un peu une présentation de la capsule vite fait avant. Et dans la foulée, je vais vous montrer, je vais redémarrer le jeu. Et je vais vous montrer exactement ce que c'est la capsule. Grossièrement, ici on est dans le siège du commandant. Alors les sièges varient en fonction des phases de mission, mais voilà, ici vous avez tout ce qui est instrument de navigation. Là dans cette partie-là, tout ce qui est propulsion. Donc tous les fusibles pour la propulsion, le contrôle d'attitude, tous ces trucs-là. Et ici, tout ce qui va avoir lieu au contrôle de la propulsion et de l'attitude. Panneau central, vous allez avoir tout ce qui a lieu ici à l'alimentation, donc côté gauche du contrôle de l'attitude, donc ce qu'on appelle les RCS, Reaction Control System. Donc c'est-à-dire toute la partie comment je vais faire pour faire bouger mon vaisseau, pour être simple.
Donc tout ça, c'est toute la partie carburant et gestion des propulseurs pour ajuster l'attitude du vaisseau. Sur la partie droite, vous avez tout ce qui est environnement, donc température, pression et les fluides cryogéniques, donc hydrogène et oxygène, qui alimentent à la fois les piles à combustible, que je vais vous montrer juste après, qui permettent d'avoir de l'énergie, et en même temps l'oxygène qui permet de remplir la capsule d'oxygène pour que les astronautes puissent respirer à l'intérieur. Toute la partie radiateur qui est en bas, ici. Voilà. Donc pour refroidir la capsule, parce que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on a tendance à penser que l'espace est froid. Mais l'espace conduit très mal la chaleur, et du coup il faut des gros radiateurs pour refroidir un vaisseau. En fait, le problème, c'est pas tant de le garder froid, le problème d'un vaisseau, c'est plutôt de le garder chaud. Et juste en bas à droite de ce même panneau, on a toute la partie antenne UHF, qui n'est pas encore modélisée dans le jeu à lui-même, mais qui permet les communications à haut débit et à longue distance. Et le troisième panneau principal que je vous présente avant de redémarrer le jeu, c'est le panneau qui a tout ce qui est puissance et communication. Donc en haut, vous avez alors puissance, communication et l'état du moteur principal du module de service. Donc vous avez sur la partie gauche ici l'état du carburant et du comburant du module de service, donc pour ce qu'on appelle le SPS. Donc le SPS, c'est le module, enfin c'est le moteur du module de service. Et sur la droite ici, vous avez tout ce qui est fuel cell, donc les cellules à carburant, qui sont les fournisseurs principaux d'énergie pour la capsule Apollo. En fait, pour résumer très simplement la chose, on brûle de l'oxygène et de l'hydrogène et on récupère de l'électricité et de l'eau. Donc l'avantage, c'est qu'on récupère de l'eau de consommation pour l'équipage, de l'eau de consommation pour le refroidissement des systèmes et de l'énergie. Donc c'est un peu tout bénef pour la capsule. Et en plus, ça consomme pas beaucoup en termes de quantité pour ce que ça fournit en énergie. Donc c'est un moyen très efficace dans l'espace d'avoir de l'électricité. Je crois que en dehors du solaire qui marche très bien mais qui fournit très peu d'énergie, de même que les RTG, donc les générateurs radioisotopes. Pour ceux qui ont vu Seul sur Mars, pour ceux qui connaissent le principe, on met une grosse boule radioactive dans un générateur, ça génère de la chaleur et du coup ça fait de l'énergie. Voilà. Là c'est pas du tout le principe, ici on fait brûler, très simplement on fait brûler de l'hydrogène et de l'oxygène et on a de l'énergie, de la chaleur, donc de l'énergie. Généralement en fait on parle de cathode et d'anode et de l'eau. Dans la partie d'en bas vous avez toute la partie qui est communication. Et sur la partie droite vous avez toute la partie qui permet de surveiller la production électrique, plus la fourniture de courant alternatif là en bas, parce que les cellules à carburant fournissent du courant continu. Pour faire très simple, c'est de l'électrolyse. Donc c'est un courant continu et donc du coup il y a des alternateurs à bord qui produisent du courant alternatif. Et ici c'est géré là. Et sur la droite, comme côté commandant, on a tous les fusibles et switches qui permettent de gérer la production d'énergie, entre autres. Ça va un peu plus loin que ça, il y a aussi les fusibles pour le système de survie à bord. Mais dans l'ensemble, voilà. Bon, on a fait le tour très rapidement de la capsule et on verra plus en détail dans 30 secondes quand j'aurai redémarré le jeu avec le traquière pour pouvoir vous faire une démonstration. Et je vous retrouve tout de suite.
Et voilà, de retour avec vous, j'ai relancé le jeu. Je vais vous passer l'introduction cette fois. Non, free play, merci. Et lancement à T-25. Alors pour ceux qui veulent des informations sur le jeu est toujours en développement. Il est prévu que la version 1.0 sortira environ vers la fin de l'année et le début de l'année prochaine. C'est un développeur solo. Donc le développement est moins rapide qu'un AAA, mais à mon sens il reste assez rapide parce qu'il y a quand même des patchs qui sortent tous les environ 2 mois en moyenne. Et pour un développeur solo, je trouve ça assez impressionnant vu le résultat graphique et le travail. Voilà. Donc je vais juste laisser le jeu charger en lui-même. Voilà. Remettre à 0 le compteur le temps que le jeu charge. Et puis on va commencer ce soir par un lancement en orbite, et puis je couperai le stream quand on sera en orbite. Tout simplement, donc on va commencer par les préparations au lancement, donc qui commence à 25 minutes, avec l'alignement de l'IMU qui est déjà fait au début de cette mission. Mais on va quand même le lancer histoire de... C'est moi qui n'ai pas tapé correct. Verbe 37, ça veut dire exécuter. Programme 01. Entrée. Donc là, l'ordinateur allume la lumière No Attitude, No At. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher l'orientation par défaut. Donc on voit le système de navigation ici, l'ADI, qui tourne pour s'aligner avec l'azimut de lancement. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas lancer pile poil vers l'est parce que Cap Canaveral n'est pas sur l'équateur et la Lune n'est pas exactement sur l'équateur. Donc on va mettre un léger décalage pour aligner le lancement sur l'équatorial de la Lune. Et voilà, à la fin de l'alignement, l'ordinateur a chargé le programme 02. Le programme 02 va juste entretenir l'orientation du vaisseau, enfin l'orientation interne du vaisseau par rapport à l'axe de la Lune, dans le temps jusqu'au lancement. Et après il chargera la suite. Prochaine étape, c'est à 20 minutes. Donc en attendant, je vais préparer mon compteur pour qu'il compte jusqu'à 20 minutes. C'est-à-dire que je vais le régler, je vais y arriver. Je vais le régler à 40 minutes en comptant vers le haut. Voilà. Et quand je serai à 20 minutes avant le lancement, je démarrerai le compteur interne pour que quand il arrive à 0, ce soit le décollage et qu'il commence à compter vers le haut normalement. Alors dans la capsule Apollo, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que dès qu'il y a décollage, de toute façon, le compteur se met à 0 et commence à compter vers le haut, de même que le compteur de mission qui est là-haut, qui pour l'instant compte depuis le moment où je me suis connecté dans le jeu. Juste à 1 minute 40, je vais accélérer un peu le temps. Voilà, 7 secondes. 2, 1, et top. Voilà. Maintenant mon horloge est synchronisée. Alors que je
plus besoin de regarder en haut à gauche. Je peux même enlever le HUD si j'ai envie. Et j'aurai pas de problème. Alors en soi je suis obligé de le garder parce que je veux voir ce qu'il faut faire. Alors changer l'azimut c'est pas nécessaire. Alors verbe 7301 je l'ai fait. Alors après il y a la configuration des RCS. Donc ici sur cette partie là on veut que en cas de besoin, si jamais il y a besoin d'annuler le décollage une fois qu'on est en vol, ici on veut que les RCS soient pilotables par l'ordinateur ou manuellement. Donc surtout par l'ordinateur, donc on veut qu'ils soient alimentés. En haut c'est le bus A, en haut c'est le bus B, donc il y a 2 bus électriques sur Apollo qui sont équivalents, hein. Beaucoup de systèmes peuvent tourner sur l'un comme sur l'autre. Et en fait on alterne un peu, histoire que même si on a un bus qui tombe en panne, au moins la moitié des RCS sont en fonction. Donc là par exemple on a le B1 et le B2 qui sont sur le bus A et le D1 et le D2 qui sont sur le bus B. Dire que au pire, si je veux faire une rotation, j'ai 2 quadrants qui sont morts, mais j'en ai 2 sur 4 et c'est les 2 qui sont symétriques. C'est à dire que j'ai les 2 autres qui sont encore symétriques qui fonctionnent encore. Et après on a le même principe pour le pitch. Donc le pitch c'est le roll, c'est rouler sur soi-même. Le pitch donc c'est l'assiette, donc c'est haut bas. Et le yaw, donc c'est le tangage, donc ça c'est gauche droite. C'est à peu près le même principe. En fait on alimente les bus, enfin les propulseurs opposés sur des bus différents. Enfin sur les mêmes bus, pour que au cas où il y ait un bus qui tombe en rade, on a toujours les 2 qui sont effectifs. Voilà. Donc là maintenant j'attaque la partie où surveiller, vérifier que mon alimentation électrique fonctionne correctement. Donc déjà la batterie C, est-ce qu'elle fournit bien 37 volts, même si elle n'a pas d'ampérage, hein, on voit l'ampérage en haut qui est à 0, donc la batterie C ne sert pas, mais elle est bien à 37 volts. Donc jusque là, je suis. Et je reviens sur le circuit principal A pour que le pilote du module lunaire qui est à droite puisse surveiller le circuit principal A. Alors maintenant, on va réduire la sensibilité en termes de précision de la boule. Elle a 3 réglages. Le plus fin ici c'est 5.1. Donc 5.1 c'est 5, ça concerne les aiguilles jaunes pour la déviation. Et 1, ça veut dire que là les échelles à droite et à gauche, elles représentent 1 degré par seconde de rotation sur l'axe concerné. Donc mon aiguille ici sur les graduations internes, elle a 5 degrés. Donc en haut vous avez ici la flèche, vous avez le roll, donc la rotation, le roulis. Ici en bas vous avez le tangage et là sur l'axe vertical vous avez l'assiette. Après les graduations internes, c'est ici, enfin les graduations dans les barres blanches, c'est la rotation en direct, c'est le taux de rotation sur l'axe concerné. Donc tangage, lacet et roulis en haut. Et là en fait on vient de régler ça, c'est-à-dire qu'on a gardé les aiguilles à 5 degrés d'échelle sur les graduations, mais on a réglé la précision des aiguilles blanches à 5 degrés. C'est-à-dire que ici si je monte là, j'ai 5 degrés en haut, 5 degrés en bas. Et je peux les régler à 50 degrés et 15 degrés. Ou je peux les régler à 5 degrés intérieur et 1 degré de précision. C'est-à-dire que chaque graduation équivaut à 0,2 degrés pour les manœuvres fines. Au décollage, on n'est pas sur la manœuvre fine, donc pas d'inquiétude. Le rate high, pareil, ça joue sur l'efficacité des aiguilles de la FDAI. Donc FDAI, donc l'indicateur d'attitude.
Si vous mettez rate sur I, vous appliquez un multiplicateur, si je ne me trompe pas, de 10 à l'échelle. C'est-à-dire que low, vous êtes sur la colonne de droite, 1, 5, 50, 10. Et high, vous êtes sur la colonne de gauche, 5, 5, 50, 40. Voilà. Et on active le contrôleur de translation au cas où, puisque c'est aussi le contrôleur qui permet de annuler le vol en cas de problème au décollage. Et qui permettra de contrôler le vaisseau s'il y a un souci. On active aussi également le contrôleur de rotation ici avec sur le Rotation Controller Power Main A, Main B. Donc on l'alimente. Et on met l'ordinateur de l'autopilote en free, c'est-à-dire que l'ordinateur ne contrôle pas le vaisseau. Ensuite, on met les BMAG. Alors les BMAG, c'est les contrôles d'attitude secondaire du vaisseau. C'est un peu le mode secours. Et on les met sur rate. Donc du coup, c'est rate 1. C'est juste qu'ils vont utiliser la chaîne 1 pour la détection du roulis, de l'assiette et du tangage. Et on va faire les tests audio. Pour faire les tests audio, on coupe les radios et on fait un radio check. Il nourrit bien. On redémarre les radios comme il faut. Et on refait un radio check. Histoire d'être sûr que tout va bien. Tout va bien. Alors là dans la checklist on en est où? On a fait les voice check. Donc la prochaine étape c'est à quand on atteindra le FC React Valve Latch à 10 minutes. Donc en attendant on va couper les commandes RC. C'est-à-dire qu'on va empêcher le vaisseau de contrôler la capsule directement. Et on va démarrer le contrôle d'attitude par les gimbals. Alors les gimbals c'est quoi? C'est-à-dire que en fait les moteurs sont légèrement orientables. Et là on vient d'alimenter les circuits qui permettent d'orienter les moteurs du module de service en cas de problème. On ne parle pas des moteurs de la Saturn V en elle-même actuellement. Ils sont gérés par un truc interne qu'on appelle l'IU. Là on parle juste d'alimenter, ce qui permet, si jamais je détache le module de service de la Saturn V parce qu'il y a un souci, je serai capable de contrôler le SPS manuellement en termes d'orientation. Et donc on est à 11 minutes 30 avant le décollage et on va attendre 10 minutes avant de continuer. Alors on est à 10 minutes avant de décoller pour verrouiller les valves des fuel cells. Le but c'est quoi? C'est de les empêcher de se fermer à cause des secousses au décollage. Donc en fait elles vont être maintenues ouvertes de force. Pourquoi? Parce que c'est des valves, une fois qu'on les a fermées, on ne peut pas les rouvrir. Donc pour éviter tout problème, on va les verrouiller ouvertes pendant le décollage à cause des vibrations, parce que Apollo est probablement à l'heure actuelle, toujours, à voir avec Artemis, le décollage le plus violent qui existe dans le programme spatial américain. Je précise bien, il y a des décollages plus violents, mais c'était des décollages non habités. Donc on va attendre 37 secondes, on y arrive. Prendre un peu d'avance. Et voilà. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, mes cellules à carburant ne pourront pas être fermées par accident. Volontairement, je peux toujours les fermer, c'est pas un problème. Mais par accident, c'est pas possible.
désolé, mon tracker qui a bugué. Alors, celle-là, elle est sur off, c'est bon. Donc à 8 minutes 30, je m'en fiche. Donc la prochaine étape, c'est à 4 minutes, donc je vais avancer le temps. Et on va changer la musique pour le décollage. Alors, et oui, la musique, c'est un jukebox physique. Donc là, les 5 moteurs de la Saturn V viennent de s'allumer pour dire qu'ils sont éteints. Dire que la Saturn V est en train de se préparer au décollage. Et on a passé les 4 minutes. Du coup, dans les 4 minutes, on a fait le com check. Et je vais juste taper dans le Disky verbe 75. Mais je ne vais pas lui demander de continuer. Et on va démarrer l'enregistreur. Voilà, un peu la boîte noire de l'appareil pour qu'il commence à enregistrer. Prochaine étape. Inhiber l'emploi du glycol, donc du liquide de refroidissement, du réservoir de refroidissement pour le refroidissement pendant la phase de décollage. Parce que dans l'atmosphère, les radiateurs sont très peu efficaces. Donc on va éviter de consommer du liquide de refroidissement pendant le décollage. À 2 minutes 15. Dans 30 secondes. Et on y va. Glycol to red. Et bypass. Donc maintenant on tient que sur le liquide qui est actuellement en circulation dans le circuit de refroidissement. Et on arrête de consommer et surtout de chauffer le réservoir qui permettra de garder un liquide à température idéale une fois qu'on sera en orbite pour refroidir rapidement tous les systèmes une fois qu'on l'ouvrira. On est à 2 minutes avant le lancement. On va brancher les batteries sur le bus principal. Elles ne seront pas en fonction, elles seront juste en stand-by. Si les pompes, enfin si les cellules à carburant tombent en rade, les batteries prendront le relais pour alimenter tout ce qui va bien. Et maintenant à 1 minute, bientôt, on va couper les liaisons filaires avec la Terre, puisque elles sont plus nécessaires et maintenant on n'est plus qu'en liaison radio avec le lancement. La dernière étape, ce sera d'aligner le GDC. Alors je vais le passer parce que je connais l'étape. Donc le GDC, c'est comme tout à l'heure un peu GDC Align, ils viennent le dire à la... Et on vient d'aligner le système secondaire avec le système primaire en termes d'alignement de la plateforme
pour que les deux soient d'accord sur quelle est la position de la capsule. On est à 25 secondes avant le lancement et ça va pas tarder à partir. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, Allumage. 2, 1, 0. Petite image, alors ça va laguer un peu parce que j'ai pas une bête de PC, mais voilà, pour vous montrer. Je reviens dans la capsule parce que j'ai pas mal de trucs. L'horloge tourne, plus 10 secondes. On est bien en programme 11, qui est le programme de lancement. Et maintenant on attend 42 secondes le mode One Bravo. Alors les modes, j'ai entendu parler dans les décollages des fusées Apollo, mode One Bravo, One Charlie, etc. Ce sont des modes d'annulation du lancement. Chacun a des configurations différentes et des réactions différentes au niveau de l'équipage. En gros, tant que vous n'avez pas atteint le One Bravo, la capsule s'éjecte avec la fusée qui est au-dessus. Et on est au One Bravo. Donc là maintenant, on n'est plus dans une éjection brutale. Il y a un léger délai. Et vous êtes éjecté avec un écart qui est un peu plus important par rapport à la base. Le One Alpha, c'est le mode d'éjection depuis le pas de tir, qui est un peu plus violent. Et on coupe le vidange automatique du fuel RCS depuis le pad, puisque maintenant on peut s'en servir pour manœuvrer la capsule dans l'atmosphère, contrairement au One Alpha. Secondes, 10 secondes au One Charlie. Donc le One Charlie a un nouvel abort mode. Stand by for mode 1 Charlie. Stand by for mode 1 Charlie. Et on time. Mode 1 Charlie. On time pour le One Charlie. On passe en manuel pour le retour sur Terre actuellement. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus l'ordinateur gérer le retour sur Terre automatiquement. Maintenant ce sera, si jamais il y a une annulation du vol, c'est aux astronautes, en l'occurrence à moi, de gérer le truc. La lumière vient de s'allumer, inboard cut-off, ça veut dire que le moteur central de l'étage 1 de la Saturn V vient de s'éteindre. Quand le voyant est allumé, ça veut dire que le moteur est éteint. Et contrairement à Apollo 13, le film, très bon film en dehors de ça, les voyants ne clignotent pas. Staging, donc on vient de séparer l'étage inférieur et on est parti avec le S2. Donc S2, un nouvel étage avec 2 moteurs qui va nous amener quasiment jusqu'à l'orbite. Et on finira la circularisation avec le S4. Là maintenant c'est la partie un peu longue. Donc la lumière lift-off qui était allumée ici pour ceux qui voyaient s'est éteinte parce que on a largué le S1. Et la tour qui était sur la capsule vient de s'éjecter, donc ça y est, maintenant je peux regarder dehors. Voilà, j'ai plus la capsule de la tour au-dessus de ma tête et j'ai une bonne vue sur l'extérieur. Si vous regardez à l'avant, il n'y a plus la tour d'éjection qui était là. On a largué le S1C, on a largué la tour, on va forcer les circuits d'éjection de la tour, même si c'est pas nécessaire parce qu'elle est partie. Elle est partie, mais bon, au moins comme ça c'est fait. Ici on va afficher la pression dans la chambre.
on va prendre éventuellement le contrôle manuel de l'attitude d'assiette de la fusée Apollo, s'il y a besoin, s'y prépare en tout cas. On va activer la circulation d'eau dans le refroidissement pour commencer à refroidir un peu, parce que là globalement on est sorti de l'atmosphère. Comme on est sorti de l'atmosphère, les radiateurs deviennent un peu plus efficaces. Rajoute que je ne suis pas un expert d'Apollo, je peux dire des bêtises, donc les experts d'Apollo, excusez-moi de des fois dire des conneries. Je parle par rapport à ce que je comprends et ce que je sais de la capsule, et en aucun cas ce que je dis est parole d'or. En l'occurrence, l'admission d'eau c'est pour les évaporateurs, c'est pas vraiment pour le circuit de refroidissement primaire, c'est pour le système d'évaporation qui fait partie du refroidissement. À 6 minutes, on a le go. On va démarrer les moteurs gimbal dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent d'utiliser donc là les moteurs gimbal. On va les centrer parce que j'aime bien, parce que je trouve que quand ils sont complètement décentrés ça sert à rien. On vérifie l'angle des gimbals des moteurs ici et on repasse sur le carburant du S2 sur la partie gauche ici sur les indicateurs. Donc il nous reste environ 20% de fuel dans le S2. Il y a une assiette assez importante, hein, c'est normal, il faut pousser vers le haut parce que la fusée est particulièrement lourde et du coup contrairement à d'autres fusées qui auraient plus tendance à pousser un peu plus vers l'horizontale pour circulariser l'orbite, Apollo a tendance à pousser très fort vers le haut pour maximiser l'apoapse et éviter de redescendre dans l'atmosphère. Ce qui fait partie de sa taille en même temps, hein, puisque du coup, vu que on va dire que le vol n'est pas optimal en termes de gravité, ils sont obligés de pousser un peu vers le haut, ce qui fait qu'ils sont obligés de consommer un peu plus de carburant, ce qui contribue à la taille de la fusée. Enfin, pour l'époque, ça reste quand même un truc monstrueux d'avoir réussi à calculer ces trucs-là. On a extinction de l'inboard, donc moteur 5 central qui s'est arrêté sur le stage 2, sur le S2. Alors pourquoi le moteur central s'éteint sur le S1 et sur le S2? C'est tout simplement pour réduire la charge en G. Ici, si vous regardez, depuis tout à l'heure, on est entre 2 et 5 G. C'est un peu hardcore pour les astronautes et du coup ils éteignent le moteur central parce que la poussée continue, mais au fur et à mesure qu'on consomme du carburant, l'appareil s'allège et du coup l'accélération devient plus importante. Et séparation du stage 2. Voilà, il est parti. Et on n'a plus que le S4 pardon, qui va finir la mise en orbite et qui fera aussi l'injection translunaire un peu plus tard. Donc actuellement la Saturn V s'est délestée d'environ 80% de son poids initial
entre le premier étage et le deuxième. Donc vraiment il reste plus grand chose de la fusée initiale en termes de poids et en termes de taille. Mais ça suffit à la mettre en orbite et surtout à garder du carburant pour aller vers la Lune, ce qui sera le but du S4, hein, donc du troisième étage. C'est-à-dire de préparer le vol vers la Lune. Ce que je vous montrerai tout à l'heure. Je sais pas si je ferai la transposition et amarrage du LEM ce soir. Je vais voir, en fonction du temps que ça prend. Je pense que je le ferai dans une autre vidéo parce que c'est quand même, si on le fait correctement et calmement, c'est quand même assez long. Moi j'ai pas envie de vous laisser après tout ça une demi-heure à me regarder m'approcher d'un module à un demi-pied par seconde. Mais peut-être en introduction de la prochaine vidéo, si celle-là fonctionne bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente le D-Sky. Donc c'est le clavier, l'interface de l'AGC, Apollo Guidance Computer. Donc c'est l'ordinateur de vol d'Apollo, qui fait à peu près tous les calculs pour l'équipage. Alors comment il est découpé, c'est relativement simple. Vous avez ici en haut à droite le numéro du programme qui est en fonction. Donc le programme, c'est ce qu'on appelle les major modes. Donc c'est les modes majeurs, c'est-à-dire que c'est les programmes principaux. Vous avez des routines qu'on peut faire fonctionner en dehors des programmes principaux. Vous avez le programme par défaut qui est 00, qui est en gros le programme je fous rien. Tous les autres programmes sont des major modes et shut off. Donc voilà, donc on vient de terminer avec le S4. Et normalement on est en orbite. Donc actuellement on avance à 25 573 pieds par seconde, ce qui est relativement rapide, hein. Vous divisez par 3 et vous avez la vitesse en mètres par seconde. Oh pardon, vous multipliez par 3. Non, vous divisez par 3. La vitesse verticale et l'altitude par rapport au départ. Donc on est à 101 km,5 par rapport au point de départ. Ou 101 nautiques. Non, 101 nautiques. Que je dise pas de bêtises. Non, c'est ça, 101 nautiques. Par rapport au point de départ. Donc à 200 km d'altitude environ au-dessus du sol. Ici vous avez le key release qui fonctionne, c'est-à-dire que en gros il est prêt à... Il me dit j'affiche un truc, j'attends que tu appuies sur le bouton key release. Si tu veux faire autre chose, c'est le moment où j'appuie. Bon, j'ai pas envie de faire autre chose. Voilà, j'ai fait le key release. Et là maintenant il me donne les valeurs actuelles. Ça m'intéresse pas personnellement. Et donc on va démarrer le programme. Comme j'ai dit juste avant, 00, c'est-à-dire attente. Verbe 37. 00. Entrée. Voilà. Ensuite, verbe 66, on va démarrer tout ce qui est contrôle interne de l'ordinateur pour le contrôle du vaisseau. Donc affichage de l'erreur d'orientation sur la FDAI, tout ça, tous ces petits trucs là. Et ensuite on va configurer le pilote automatique. Alors pilote automatique, verbe 48. Actuellement qui affiche 111 partout. Alors pour vous montrer le pilote automatique, donc qui est par là. Alors ce ne sont pas des données, c'est pas un nombre, ce sont des données
en octal, hein, donc ça va de 0 à 7 officiellement. Et les deux registres permettent de configurer l'appareil. Alors le premier registre, c'est la configuration de l'appareil. Donc là on est avec le CSM, donc le CSM, la partie du haut là, ici habitable avec son module de service, donc Command and Service Mode, et le S4B qui est derrière. Donc on est en configuration 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser pour la propulsion RCS, pour les RCS pour avancer ou reculer, donc pour la propulsion sur l'axe longitudinal avant-arrière. Bon, on va utiliser les 4, hein, donc on va mettre 1 et 1 ici. Quelle est la précision qu'on veut ici au niveau du guidage automatique? Donc on veut une précision de 0,5 degrés. Et quel est le taux de rotation qu'on veut? Donc on va vouloir du 0,5 degrés. Si on prend dessus, qu'est-ce qui va se passer? Dès que je dépasse, dès que je suis dans une bande de 0,5 degrés, il va me faire une manœuvre à 2 degrés par seconde. Donc forcément, il va sortir des 0,5 degrés. Donc vous ne voulez jamais un taux ici, pardon, dans E, donc dans le 5e digit, qui va être supérieur à la zone morte que vous autorisez à l'appareil. Donc je vais faire un verbe 21. Donc 21 pourquoi? Parce que 21 c'est à dire que je vais éditer le premier registre, donc la première entrée. Donc le premier registre, la première ligne s'efface. Et je vais rentrer ce qui me demande, donc plus 3, 1, 1, 0 et 2. Et entrée. Voilà, j'ai modifié le truc. En bas, pour le roll, donc c'est-à-dire quels sont les quads que l'autopilote va utiliser, je vais tout mettre à 1. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire un verbe 22, donc édition du registre numéro 2, et je rentre un partout. Et entrée. Proceed. Donc là maintenant il me demande des poids. Donc je vais demander les poids. Donc le poids du LEM 33500, ça change pas. Par contre le CM est à 6215. Donc verbe 21 comme tout à l'heure. Et voilà. Ça c'est rentré. Et enfin, il me demande les angles pour centrer le moteur vers le centre de gravité du vaisseau. Actuellement, j'en ai pas besoin parce que je ne suis pas avec le SPS. C'est le stage 4, enfin c'est le S4 qui s'en occupe tout seul. Et je termine la routine et je retourne au programme 00. Donc actuellement, on est en orbite de la Terre. Tout se passe bien et je vais commencer à faire un peu de ménage à bord. Donc déjà on va couper les gimbals, donc les moteurs d'orientation des moteurs. On va débrancher les batteries. Voilà. On va désactiver le système qui permet d'alimenter toute la logique de retour sur Terre. On va désactiver les commandes du module de commande pour les RCS. On va utiliser seulement celle du module de service. On va désactiver tout ce qui est pyrotechnique pour éviter qu'il y ait un truc qui pète et qui nous sépare de la capsule alors qu'on le veut. On va désactiver le RCS parce que pour l'instant on n'en a pas besoin, tout va bien, on est en orbite, il n'y a pas de raison qu'on s'en serve et la capsule est capable de s'orienter toute seule. EDS, donc tout le système de descente, on le désactive. Et les servomoteurs qui permettent d'alimenter le système de justement les gimbals, on les coupe. On réduit le débit d'envoi de données sur Terre, donc le PCM Retract. Pour économiser l'énergie, hein, tout simplement, hein, c'est pas. Puis aussi pour économiser de la bande passante, pour pouvoir avoir des communications radio correctes, voilà. Et on remet les fuel cells pour qu'on puisse les couper correctement.
on active la réchauffe du système d'attitude, ici. Le système caution warning qui est en haut, donc les alerteurs, all passe sur normal et puis en phase d'ascension, puisqu'il n'y a plus le S1, il n'y a plus tout ça. On va juste, c'est pas encore complètement implémenté, donc hop. Préparer les optiques. Si je regarde à travers les optiques, je vois les étoiles, donc le cache est bien parti. On va mettre en place le système atmosphérique. Alors, donc l'accumulateur est à 50%. On commence à alimenter en glycol pour commencer à refroidir. On attend un peu, 40 secondes, 30 secondes, donc on a alimenté à 40, donc à 21:10. Je retire sur la manette pour de nouveau couper l'alimentation en liquide de refroidissement. Et on recoupe l'alimentation en refroidissement. Voilà. On désactive les float bags parce qu'on va pas s'en servir, hein. C'est ce qui nous permet de flotter quand on tombe dans l'eau, mais on n'est pas prêt de tomber dans l'eau. Alors, l'évaporateur, entre 38 et 43 degrés Fahrenheit. Alors, sachant qu'attention, toute cette partie-là n'est pas encore complètement implémentée. Donc, il peut y avoir des valeurs qui sortent un peu du lot. Là, on est à plus de 70 degrés Fahrenheit, voire on est quand même en pegged au top. Donc, j'ai un doute. On va vérifier. On va le mettre en route et on va voir ce que ça donne. On va fermer ici. Alors le glycol, l'accumulateur il est à 50%, ça c'est bon. Et on démarre le radiateur avec le glycol. On démarre la réchauffe qui est automatique. On démarre la réchauffe de l'eau potable et on démarre l'évaporateur. Et donc gentiment, l'évaporateur va commencer à refroidir. Et donc ici, la température devrait rester stable, mais ici ça va gentiment descendre au niveau des radiateurs, parce que l'évaporateur est en fonction à pleine puissance, comme on peut le voir là. La pression vapeur est au max. Plus ça va aller, plus ça va refroidir. Et on va par contre remplir. On va remplir le réservoir d'oxygène de secours. Voilà. J'allume la lopiote. On va y arriver. Voilà. Donc la jauge elle est là. Donc il est rempli. Un bon moyen de le voir sinon, c'est ici de basculer sur le surge tank. Et une fois que vous avez la pression ici sur le surge tank qui est stable, voilà, vous voyez, hein, c'est
la gauche à gauche. Du coup, une fois qu'elle est stable, avec, c'est que vous savez que vous avez rempli votre bonbonne de repressurisation rapide. Voilà. Et on est à plus de 865. Ouais, on est pas mal. Comme lui remettre un coup. Histoire de vérifier. Elle a l'air de monter, enfin d'être stable. Ok, on est dans la bande verte. On est bien. Allez, check les systèmes. Je vais pas tout vérifier, ce serait trop long et ce serait trop chiant pour vous. Atmosphère. Alors, pression cabine entre 5,6 et 6,2 et ça décroît. Ouais, on est plutôt autour des 5. Et on va démarrer l'alimentation d'oxygène pur. Voilà. 0,2 livres par heure. On est un peu au-dessus. C'est pas choquant, comme je vous ai dit, il y a des trucs qui sont encore en travail. Mais au moins on n'est pas tout en haut, donc le flow est pas mal. Puis la pression cabine, c'est bon. On n'a pas eu l'alarme, c'est pas bien grave. On va réinitialiser le système. Et voilà. Maintenant on a de l'oxygène qui circule dans la cabine. C'est l'essentiel. Et donc on peut enlever les sièges et les tenues. Et on va juste redémarrer le séquenceur. Donc le séquenceur, c'est juste en fait ce tableau là qui permet de, en cas de souci, et surtout qui permet de démarrer les moteurs du S4, qui permet de sortir les parachutes, tous ces petits trucs là. Voilà, 34 minutes 14, on va planifier le transfert vers. Alors, le but c'est de viser 60 nautiques. D'altitude. On va essayer d'affiner ça. Alors on est à 60, 50. .2.
60 nautiques avec un périgée de retour sur la Terre à 373 nautiques. Donc c'est largement facile à corriger si jamais on doit rentrer sur Terre. Et on a un départ à la minute 50. Alors, on va maintenant démarrer le programme 15. Donc pour le TLI, donc démarrant, on va autoriser l'injection translunaire avec ce switch là. On va démarrer le DS au cas où on ait besoin de séparer en urgence. On va se mettre en référentiel terrestre sur l'affichage ici. On démarre les pyrotechnies au cas où on a besoin de séparer. On démarre les contrôleurs de rotation. On donne le contrôle à l'ordinateur de secours, à l'ordinateur second, donc à l'ordinateur du S4B en fait. Et on démarre le programme 15 qui est le programme d'injection translunaire. Donc programme verbe 37 ça veut dire exécuter, non 15 donc exécuter programme 15. Et on démarre. Donc on a 10 440 pieds par seconde à faire. Qu'on va régler. Dans le MS. Histoire de pouvoir surveiller que notre ordinateur fait pas de la merde. En fait, le fait de prendre l'ordinateur de secours tout à l'heure, juste avant, ça permet de donner toute la main à l'ordinateur qui est dans le S4 et éviter que les deux ordinateurs rentrent en conflit. Alors, pour être très précis, on est à 10 440.6. Voilà. Et on est à 18 minutes 36 secondes du départ. Alors, on est en orb rate. Donc maintenant, on voit exactement l'attitude par rapport. Alors, le orb rate ou inertial. Inertial, c'est par rapport au vecteur vitesse actuel du vaisseau. Le orb rate, c'est par rapport à l'orbite. C'est-à-dire que quand je pointe sur du 0, 0, 0, ici, là, en fait, je pointe droit devant moi au niveau de l'orbite. Et j'aurai une vélocité finale de 36,0. Donc 36 020 pieds par seconde. On annule, enfin on bloque la télémétrie, histoire qu'il n'y ait pas un mec qui vienne faire joujou avec notre ordinateur pendant que on est en train d'aller vers la Lune. Et maintenant on attend le burn. Donc je vais avancer un peu. Donc on a commencé ce qu'on appelle le Time Base 6. 3, 2, 1. Allumage. Et maintenant je dois avoir les deux valeurs qui collent à peu près entre ces deux valeurs là. À peu près parce qu'il y en a un qui utilise un système, on va dire, de secours, et lui c'est un système qui est calculé. J'aurais dû le démarrer avant l'allumage, faute de ma part.
petit vaisseau qui reste par rapport à ce qu'il y avait au début. Hein. Mais ça suffit à avoir l'accélération qu'il faut. Le carburant qui reste là-dedans est largement suffisant. En fait, dans la pratique, il est tout juste suffisant, hein, vous allez voir. Le carburant ici qui va descendre tranquillement au fur et à mesure. Et normalement, il ne devrait pas rester grand-chose à la fin de l'accélération. Pour l'instant, on atteint à peine les 1 G d'accélération. Ça pousse pas très fort, hein, mais ça suffit. Dans l'espace, il n'y a pas besoin de pousser comme un malade. Et on en est à 1 minute 45 après le départ. Dans tous les cas, même si l'injection en elle-même n'est pas super précise, c'est pas trop grave puisque je pourrais corriger en cours de route vers la Lune pour ajuster l'altitude de mon périgée lunaire que je veux proche des 60 nautiques. Alors 60 nautiques pourquoi? C'est juste parce que c'est la valeur historique, hein. Mais je pourrais faire du 100 nautiques si j'en avais envie, c'est pas un problème. Alors pour ceux qui se posent éventuellement la question, non, on ne fait pas un allumage directement vers la Lune. Le but, c'est bien d'avoir une orbite. Donc la Lune est là. Oui, elle n'est pas grande. Le but, c'est bien d'avoir une orbite qui nous fait intersecter l'orbite lunaire au moment où la Lune passe à proximité pour pouvoir être attrapée par la Lune. Non, on ne pointe pas directement vers la Lune. La preuve, hein, on est ici, là, à l'arrière de la Terre, alors que la Lune est là-bas. Et en gros, on brûle dans cette direction-là. Encore 2400 pieds par seconde à gagner. Tout va toujours bien, on est sur l'axe. Je sais si ça se voit. Et il nous reste moins de 1000 pieds à gagner. Enfin 1000 pieds par seconde. 500 pieds par seconde. Les deux valeurs sont à peu près correctes. On va arriver à la fin du burn. Extinction. Pas trop mal, 80 pieds par seconde manquant. C'est pas énorme, ça se corrige facile. Et l'ordinateur nous dit un pied de trop. Enfin 0,1 pied par seconde de trop. On coupe.
tout ce qui est abort, tout ce qui nous permettrait de retourner sur Terre, en repassant en inertiel pur et puis en référentiel terrestre. Et on a terminé l'injection translunaire. Donc voilà, si vous regardez l'orbite, on intersecte bien. La Lune pour l'instant est par là et on va pas tarder à s'y retrouver, mais on s'y retrouvera au prochain épisode. Après avoir extrait le LEM du stage 4, enfin du S4B, on fera le transit et on fera l'injection en orbite lunaire. Donc j'espère que ça vous a plu pour un premier épisode. N'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui n'étaient pas en live. Laissez les pouces bleus, tout ça, enfin, habituellement, ça me fera plaisir. Comme j'ai dit, je suis pas un professionnel, j'ai pas l'intention d'en faire un truc professionnel, je partage juste ma passion. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée. Merci à ceux qui me regarderont sur YouTube et qui laisseront des petits commentaires ou qui poseront des questions. Ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai si je peux, dans les limites du jeu bien sûr. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver et en espérant que ça vous plaît. Merci à tous et une bonne soirée.